Les malwares. On en entend parler tout le temps, n'est-ce pas? On pense souvent à des petits virus, des trucs un peu agaçants, mais en réalité, certains sont de véritables armes numériques. Et parmi eux, il y en a qui ont littéralement changé la face du monde. Alors la question se pose, quel est le logiciel malveillant le plus puissant jamais créé? C'est ce qu'on va voir ensemble en plongeant dans les recoins les plus sombres du cyberespace. Cette phrase, elle résume tout. On n'est pas dans un film de science-fiction, non. C'est la réalité de la cyberguerre d'aujourd'hui. Une guerre complètement silencieuse où quelques lignes de code écrites à des milliers de kilomètres peuvent mettre à genoux des pays entiers. On parle de milliards de dollars de dégâts. Et le pire, les coupables sont souvent quasi impossibles à retrouver. 300 000. C'est un chiffre qui donne le vertige. En 2017, c'est le nombre d'ordinateurs qu'un seul virus, WannaCry, a mis hors service en l'espace de quelques heures seulement. Il faut vraiment s'imaginer le chaos, des hôpitaux qui annulent des opérations chirurgicales, des usines complètement à l'arrêt, des multinationales paralysées. Et ce chaos, il ne s'est pas limité à un seul pays, non. L'attaque a frappé dans 150 pays en même temps. Ça donne une idée assez terrifiante de la vitesse et de la portée d'une cyberarme aujourd'hui. Alors oui, WannaCry, c'était absolument dévastateur. Mais croyez-moi, ce n'était qu'un avant-goût. Pour vraiment trouver le malware le plus puissant de tous les temps, il faut aller plus loin. On va devoir explorer différentes catégories de menaces et on va voir que ça monte crescendo en termes de sophistication et de danger. Alors, voilà notre parcours. On va commencer avec les vandales du numérique, ceux qui cassent juste pour le plaisir. Ensuite, on montera d'un cran avec le crime organisé et les prises d'otages de données. Puis, on verra comment des armées entières d'ordinateurs zombies sont créées. On parlera aussi de l'art de la tromperie, comment pirater l'humain. Et enfin, on atteindra le sommet, le niveau ultime, les véritables cyberarmes créées par les États. On commence donc par la base, le vandalisme numérique. Ici, pas question d'argent. Le seul but, il est simple, il est brutal. Tout détruire. Juste pour le plaisir ou pour se faire un nom. Et il y a des exemples assez fous. Prenez Twitch Booster. C'est un virus qui se fait passer pour un outil pour aider les streamers, mais son vrai but, c'est de détruire leur PC. Et le pire, c'est qu'il le fait en direct, pendant le stream. Ce n'est plus juste de la destruction, c'est une mise en scène, une humiliation publique devant tout le monde. Et la méthode est diaboliquement simple. D'abord, on cible un petit streamer, quelqu'un de pas très connu. On lui propose un faux outil miracle pour booster sa chaîne. La personne, confiante, l'installe. Et là, le virus s'attaque directement au bootloader. C'est quoi ça? C'est en gros la toute première chose que l'ordinateur lance au démarrage. Une fois que c'est corrompu, c'est fini. Le PC ne peut plus démarrer. Il devient une brique. La seule solution, c'est de tout formater. Autrement dit, tout perdre. Bon, la destruction pour le plaisir, c'est une chose. Mais maintenant, on passe à un niveau bien au-dessus. L'objectif n'est plus de détruire, mais de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Bienvenue dans l'ère des rançongiciels, les fameux ransomwares. Et l'histoire de WannaCry, c'est un vrai polar. Accrochez-vous. Tout commence avec la NSA, l'agence de sécurité américaine, qui découvre une faille énorme dans Windows. Mais au lieu de la signaler, il la garde secrète pour s'en servir comme arme. Sauf que cette arme se fait voler, et elle est balancée sur Internet par un groupe de hackers. 1 mois plus tard, des criminels s'en emparent et lancent WannaCry. Le monde est paralysé. Et le plus dingue dans tout ça, l'épidémie était stoppée par un coup de chance incroyable. Un jeune chercheur de 22 ans trouve une sorte d'interrupteur d'urgence dans le code. Il achète un nom de domaine pour $10 et ça arrête tout. Incroyable. Et juste quand on pensait avoir vu le pire avec WannaCry, voilà que NotPetya débarque. Et là, on a compris qu'on changeait de dimension. En apparence, ça ressemblait à un ransomware. Ça bloquait les fichiers et ça demandait $300. Sauf que c'était un piège, un leurre. En réalité, NotPetya n'a jamais été conçu pour rendre les données. C'était un wiper, un destructeur. Son seul but était de tout effacer, pour de bon. C'était un acte de sabotage, une attaque d'État déguisée qui a commencé en Ukraine avant de se répandre partout. 10 milliards de dollars. C'est le coût estimé des dégâts. C'est colossal. Des géants comme Maersk, le transporteur maritime, ou FedEx ont perdu des centaines de millions. Des milliers d'ordinateurs ont été anéantis en quelques secondes. À l'époque, et encore aujourd'hui, ça reste l'attaque informatique la plus coûteuse de toute l'histoire. Ok, donc on a vu la destruction et la prise d'otage. Et si on passait à l'étape suivante? Au lieu de détruire une machine, on la recrutait? C'est ça le principe des botnets. Des milliers, voire des millions d'appareils, de l'ordinateur à la caméra de surveillance, sont infectés en silence et transformés en une véritable armée de zombies numériques. Et cette armée, elle obéit au doigt et à l'œil de son créateur. Alors, à quoi ça sert une armée de zombies? Eh bien, surtout à lancer ce qu'on appelle des attaques DDoS, ou déni de service. L'idée est simple, imaginez que des millions de personnes se ruent en même temps à l'entrée d'un magasin. Résultat,
plus personne ne peut entrer. C'est pareil pour un site web. L'armée de zombies envoie tellement de requêtes en même temps que le serveur est submergé. Il plante et le site devient inaccessible pour tout le monde. Pour bien se rendre compte de la puissance, on peut regarder ces chiffres. Une très bonne connexion Internet à la maison, c'est environ 1 gigabit par seconde, ok? Bon, l'attaque du botnet Mirai, c'était 665 gigabits par seconde, c'est-à-dire 665 fois plus. Et le record, c'est plus de 1 terabit par seconde, c'est 1000 fois plus qu'une excellente connexion. C'est une puissance de feu numérique absolument dingue, capable de mettre KO n'importe quel site ou service sur Internet. Jusqu'ici, on a parlé de failles logicielles, de virus, de techniques, mais parfois, la plus grande faille de sécurité, ce n'est pas l'ordinateur, c'est l'humain. Bienvenue dans le monde de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, l'art de manipuler les gens pour qu'ils donnent eux-mêmes les clés du château. La différence est fondamentale. Le piratage classique, c'est comme forcer une porte. Il faut trouver une faiblesse, une faille technique. L'ingénierie sociale, c'est complètement différent. C'est convaincre la personne à l'intérieur de nous ouvrir la porte elle-même. Au lieu de chercher une faille pendant des mois, le pirate envoie un simple email qui a l'air de venir de la banque ou un SMS d'un livreur. Et hop, la personne donne elle-même son mot de passe. C'est plus simple et c'est terriblement efficace. Et une fois que la porte est ouverte, le pirate installe souvent ce qu'on appelle un rat, un cheval de Troie qui lui donne un accès à distance. Et là, c'est le début du cauchemar. À partir de ce moment, l'attaquant a un contrôle total. Il peut allumer la webcam et le micro sans qu'on le sache. Il peut lire tous les fichiers. Il enregistre tout ce qui est tapé au clavier. Les mots de passe, les messages privés, les infos bancaires, absolument tout devient visible. Et maintenant, on arrive au sommet de la pyramide, la catégorie ultime. Ici, on ne parle plus de criminels ou de simples pirates. On parle de malware conçu dans des laboratoires secrets par les nations les plus puissantes du monde. Ce ne sont plus des virus, ce sont des armes de guerre. Pensez-y une seconde. Est-ce qu'un virus, quelques lignes de code, pourrait causer une destruction physique dans le monde réel? Pendant longtemps, c'était de la science-fiction. Jusqu'en 2010. Cette année-là, on a découvert un code d'une complexité jamais vue. Un code qui a tout changé. Son nom, Stuxnet. Stuxnet, c'était autre chose. Chaque morceau de son code criait « opération militaire ». Pensez donc, il utilisait non pas une, mais 4 failles zéro-day. Ce sont des failles inconnues qui valent une fortune. Il pouvait aussi infecter des systèmes air-gapped, c'est-à-dire des ordinateurs qui ne sont même pas connectés à Internet, juste avec une clé USB. Il n'y avait plus aucun doute, c'était une arme, conçue pour atteindre une cible ultra sécurisée. Et cette cible, c'était le programme nucléaire iranien. La mission de Stuxnet était d'une précision chirurgicale. S'infiltrer dans la centrale nucléaire de Natanz, trouver les machines qui enrichissent l'uranium et les faire tourner de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elles se déchirent, qu'elles s'autodétruisent physiquement. Et le coup de génie, c'est que pendant ce temps, le virus envoyait des fausses informations aux ingénieurs, leur faisant croire que tout allait bien. C'était la toute première fois qu'un virus informatique était utilisé pour détruire un équipement physique. Et attention, tout ça, ce n'est pas de l'histoire ancienne, loin de là. La menace ne fait que grandir. Juste pour donner un chiffre, en 2024, le nombre d'attaques DDoS, les armées de zombies dont on parlait, a explosé de 53% en un an. La course aux armements numériques est bel et bien lancée et elle ne fait que s'accélérer. Stuxnet a ouvert une boîte de Pandore. Il a prouvé qu'un code pouvait détruire du matériel bien réel. Aujourd'hui, tout est connecté. Les voitures, les réseaux électriques, les hôpitaux. Alors la vraie question, ce n'est plus savoir si une cyberarme encore plus puissante va apparaître. Non, la question c'est quand et surtout, à quoi est-ce qu'elle ressemblera?